On vous ment au sujet de l'arrosage de votre potager et de votre jardin. Peut-être avez-vous entendu parler du fameux effet loupe qui se produit lorsque l'on arrose son jardin et ça en plein soleil. Les gouttelettes ainsi sur le feuillage concentrent les rayons du soleil et provoquant ainsi la brûlure de la feuille. Eh bien ça c'est faux et entièrement faux. Peut-être avez-vous entendu parler du mildiou qui apparaît miraculeusement à partir du moment où vous arrosez le feuillage de vos plantes de tomates. Eh bien ça aussi c'est faux. Peut-être avez-vous entendu parler aussi de l'audium qui apparaît lorsque l'on arrose les feuillages de ces plants de légumes de la famille des cucurbitacées. Eh bien ça aussi c'est faux. Beaucoup de choses que vous pensiez connaître sur l'arrosage et qu'on entend régulièrement sur les réseaux sont fausses et inventées de toutes pièces. Elle est juste cette tomate. Les agriculteurs, les pépiniéristes et les professionnels le savent très bien et eux se permettent d'arroser leur culture et ça en plein soleil, en plein après-midi et pendant les pics de température. Dans cette vidéo, nous allons voir pourquoi, à quoi ça sert et quels sont les véritables intérêts et aussi également les inconvénients. Et dans cette vidéo, je vais vous présenter un système anti-canicule que j'ai élaboré et testé et qui permet de protéger son potager pendant les pics de chaleur et ça à un prix défiant toute concurrence. Allez, c'est parti. Ceci est une feuille. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère que vous a plu. Une feuille, c'est un peu ce qu'on pourrait vulgairement appeler un genre de mini panneau solaire vivant. Elle est composée de plusieurs parties. Première partie, déjà, elle est connectée à la plante via cette tige qui est le pétiole. Ensuite, ce pétiole est connecté à la feuille via la nervure principale. Et cette nervure principale se décompose en nervure secondaire ou auxiliaire, ça va dépendre de votre livre sur la botanique. Et le reste de la feuille, c'est ce qu'on appelle la limbe, c'est la partie verte de la feuille. Et c'est justement cette limbe qui va nous intéresser dans cette vidéo, donc regardons de quoi elle est composée. La limbe est composée de plusieurs couches, un peu comme un millefeuille. La première couche, c'est la cuticule, c'est une couche de cire qui enveloppe l'intégralité de la feuille, et la cuticule, ça permet de rendre la feuille imperméable à l'eau. Ça permet d'éviter que la feuille se dessèche instantanément dès qu'on la met au soleil, et ça permet également d'éviter que l'eau qui tombe sur la feuille pénètre à l'intérieur de la feuille. Petite démonstration, là j'ai un petit bouchon avec de l'eau dedans. Hop, je vais prélever une goutte, je mets la goutte sur la feuille, la goutte reste en place, et dès que la feuille est penchée, la goutte tombe, et il y a très peu d'eau qui reste sur la surface de la feuille. Ça permet également une autre fonctionnalité, c'est que la cuticule sert de crème solaire à la feuille. Comme pour nous les humains, les cellules de la feuille, si elles sont exposées aux rayons ultraviolets du soleil, peuvent muter, peuvent avoir des mutations, et ainsi cela peut provoquer un coup de soleil. Et bien justement, la cuticule, ça sert de crème solaire à la feuille. C'est un peu grosso modo comme les Allemands sur la plage. Les Allemands, lorsqu'ils vont sur la plage, ils se tartinent une crème solaire indice 3000, très grasse et très épaisse et très blanche, les rendant encore plus blancs que ce qu'ils étaient à l'origine, les rendant hyper lumineux sur la plage. Dès qu'ils rentrent dans l'eau et qu'ils ressortent de l'eau, ils sont secs instantanément parce que l'eau coule sur eux, glisse sur eux. Et ben une feuille, c'est comme un Allemand sur une plage. Sous la cuticule, la seconde couche, c'est l'épiderme supérieur. C'est exactement comme pour nous les humains, c'est une couche de cellules, comme pour nous, une couche de peau. Ça permet de protéger la feuille contre les attaques extérieures. Ça permet de protéger la feuille contre les maladies cryptogamiques, c'est-à-dire les champignons comme le mildiou, l'odium, etc. Ça permet également de protéger la feuille contre les attaques de ravageurs, contre les attaques d'insectes, même si ça marche pas toujours à chaque fois. Et du coup, ça permet c'est une barrière protectrice pour pouvoir protéger la feuille contre les attaques extérieures. Sous la couche d'épiderme supérieur, il y a les cellules photosynthétiques qui permettent à la plante de pratiquer la photosynthèse. Donc ces cellules photosynthétiques, elles utilisent la lumière du soleil, qu'elles combinent à de l'H2O, donc de l'eau tout simplement, et du CO2, donc du dioxyde de carbone, et en combinant tout ça, elles arrivent à fabriquer du sucre et de l'oxygène. Et ensuite, il y a une autre couche d'épiderme, l'épiderme inférieur, et il y a une autre couche de cuticule, pour pouvoir alimenter les cellules photosynthétiques qui sont à l'intérieur de la feuille. Vu qu'il y a plusieurs couches, vu qu'elles sont prises en sandwich entre plusieurs couches, il y a ce que l'on appelle les stomates. Les stomates, ce sont plein de petites bouches qui se situent sous la feuille. Sous la feuille, il y a plein de petites bouches qu'on regardera tout à l'heure au microscope. Et ces stomates, en fait, ça permet de nourrir, d'alimenter toutes ces cellules photosynthétiques pour permettre à la plante de pratiquer la photosynthèse. Et bien, c'est justement les stomates, qui sont derrière la feuille, qui vont nous intéresser dans cette vidéo. Comme je vous ai dit tout à l'heure, les stomates alimentent les cellules photosynthétiques en dioxyde de carbone, et après les cellules photosynthétiques, elles combinent la lumière du soleil
l'eau et le dioxyde de carbone pour pouvoir créer du sucre et de l'oxygène, et bien les stomates permettent également de relâcher cet oxygène dans l'air. Après, il faut savoir que la plante consomme aussi un petit peu d'oxygène, beaucoup moins que ce qu'elle en rejette dans l'air, mais les stomates permettent également d'aspirer l'oxygène. Les stomates ont aussi une autre fonctionnalité, elles permettent aussi de rejeter de l'eau vers l'extérieur. En fait, une plante, pour pouvoir garder une feuille dure, pour pouvoir garder une feuille droite et bien dressée, elle injecte continuellement de l'eau à l'intérieur de la feuille. Une partie de cette eau est utilisée pour faire la photosynthèse avec les cellules photosynthétiques, et une autre partie est rejetée après par les stomates sous forme d'une mini-brume, d'une vapeur d'eau, et ça permet ainsi de garder la feuille continuellement droite. C'est exactement le même fonctionnement que pour ce tuyau plat. Là, vous voyez, il est plat, il n'y a pas d'eau à l'intérieur, il est tout plat. Dès qu'on injecte de l'eau à l'intérieur, là, vous voyez, de l'eau a été envoyée à l'intérieur. Ça fait que le tuyau se dresse et il se tend, exactement comme ferait une feuille. En fait, les plantes, pour pouvoir dresser leurs feuilles, elles injectent de l'eau à l'intérieur et après, l'eau, là, ici, elle ressort de l'autre côté du tuyau, mais sinon, elle ressort sur une feuille via les stomates. On peut d'ailleurs ressentir toute cette eau qui est évacuée par les stomates lorsqu'on est sous un arbre. Lorsqu'on est sous un arbre, il fait beaucoup plus frais que si on est juste à l'ombre d'un simple mur ou quoi que ce soit. On sent tout de suite une fraîcheur. Et ben c'est tout simplement toute la vapeur d'eau en fait qui est rejetée par l'ensemble des stomates du feuillage de l'arbre. Les stomates permettent également d'absorber de l'eau. C'est-à-dire que, c'est peu connu, mais les plantes n'absorbent pas de l'eau uniquement que par les racines. Elles peuvent également absorber de l'eau par leur feuillage, en absorbant l'eau de l'humidité ambiante. Et même certaines plantes se sont carrément spécialisées là-dessus, comme par exemple les plantes épiphytes qui poussent au sommet des arbres, qui n'ont pas accès au sol et du coup qui absorbent l'humidité de l'air pour pouvoir s'hydrater. C'est pareil également pour certaines plantes qui vivent dans le désert, qui sont spécialisées aussi pour pouvoir s'hydrater via leur feuillage. En fait, dès qu'il y a de la brume le soir dans le désert, elles aspirent l'eau comme ça, et c'est comme ça qu'elles arrivent à s'hydrater. Et donc, en fait, une plante ne consomme pas l'eau uniquement que par les racines, mais consomme également l'eau via le feuillage. C'est également le cas, par exemple, pour les choux. Les choux, ils sont originaires du nord de la France et poussent souvent sur des dunes de sable. Et sur les dunes de sable, c'est un sol qui est très drainant, donc l'eau ne reste pas. Et les choux, du coup, pour pouvoir survivre dans leur milieu naturel, ils absorbent l'eau des embruns, des vagues et tout qui envoient de l'eau qui vole dans l'air. Ils absorbent l'eau comme ça, et du coup, les choux peuvent également boire via leurs feuilles. Et c'est pareil aussi pour beaucoup d'autres légumes, comme par exemple les salades. Et si on utilisait un microscope pour pouvoir observer ces fameuses tomates, stomates. Oh la blague nulle, oh la blague nulle. Pour commencer, regardons d'abord le dessus de la feuille. Sur le dessus de la feuille, on voit quelques poils, et surtout ce que l'on voit, si vous vous rappelez bien, c'est la couche d'épiderme supérieure. On ne voit pas la couche de cuticule car elle ne mesure que quelques microns, elle est invisible à l'œil nu. Et si on va de l'autre côté de la feuille, c'est un tout autre décor. Là, on voit le réseau veineux, on voit quelques poils, et surtout on voit plein de petits points blancs qui sont répartis sur toute la surface. On voit pas trop, mais tous les petits points blancs sont fendus en leur centre. Et bien ces petits points blancs, je vous le mets dans le mille, ce sont les fameuses stomates. Et ces stomates qui servent justement à alimenter les cellules photosynthétiques avec le dioxyde de carbone. Alors que se passe-t-il sur tout ce système lorsqu'il y a une canicule, comme ce qu'il y a actuellement dehors? Vous avez vu, j'ai trouvé une astuce pour pouvoir vous faire une vidéo en intérieur et ne pas faire une vidéo dehors. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs si un contenu un petit peu plus scientifique vous plaît. J'ai toujours peur que ça soit un petit peu trop barbant. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Donc du coup, une canicule, qu'est-ce que ça fait? Ça fait des températures qui sont beaucoup trop élevées. À partir de 30-35 degrés, la plante commence à souffrir. Et en plus, la chaleur est combinée à un taux d'humidité trop faible, un taux d'humidité qui est en dessous des 30% d'humidité. Et bien du coup, la combinaison des deux font que l'eau s'évacue beaucoup trop vite via les stomates qui sont derrière la feuille. Et la plante, pour éviter qu'elle se dessèche intégralement en voulant alimenter sa feuille, passe en mode survie. Ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va fermer les stomates qui sont sur la feuille et ainsi rendant la feuille totalement imperméable en entier. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de dioxyde de carbone, il n'y a plus rien qui rentre à l'intérieur de la feuille. En fait, c'est un peu comme si nous, on retenait notre respiration. On faisait... Voilà, la plante, elle fait exactement la même chose. Et du coup, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, les stomates, ils permettent d'alimenter les cellules photosynthétiques en dioxyde de carbone.
Mais en fermant ces stomates, les cellules photosynthétiques ne sont plus alimentées en dioxyde de carbone. Ça fait en fait que la plante n'est plus capable de pratiquer la photosynthèse. Et cette photosynthèse est nécessaire à la plante pour pouvoir fabriquer du sucre. Et c'est ce sucre qui sert à faire mûrir les tomates. C'est pour ça qu'en période de canicule, lorsqu'il fait trop chaud et sec, eh bien, vos tomates, malgré que vos plants de tomates soient en plein soleil toute la journée, malgré que vous arrosez régulièrement vos pieds de tomates et que vous ayez un arrosage parfait, eh bien, que vos tomates ne mûrissent pas, tout simplement parce que la plante est devenue incapable de pratiquer la photosynthèse. Ce mode survie provoque un stress intense à la plante, et en plus peut même provoquer des dommages, comme pour nous lorsque l'on retient notre respiration et qu'on fait eh bien, au bout d'un moment, on finit asphyxié et on finit par caner. Eh bien, une plante, c'est exactement la même chose. Sachant qu'en plus, en ce moment, on a plusieurs jours de canicule qui s'enchaînent, et possiblement même 2 semaines de canicule, ça fait que les températures remontent très vite le matin, et en plus avec les nuits qui sont tropicales, la température a beaucoup plus de difficultés à descendre la nuit. Mais du coup, très tôt dans la journée, la plante se met en mode survie, et après, le temps qu'elle quitte le mode survie, il faut attendre la nuit, et la nuit, elle ne peut plus pratiquer la photosynthèse, et après, très tôt le matin, elle repasse en mode survie, et ainsi, avec une succession de jours, sur plusieurs jours, voire sur plusieurs semaines, cela fait que la plante finit par mourir. Et comme si ça ne suffisait pas, comme je vous avais expliqué dans la playlist Le calendrier des semis, où je vous donne des conseils pour savoir quand est-ce qu'il faut faire ses semis, mais tout le stress accumulé par la plante durant toute sa vie a un impact après sur la production finale du légume. C'est-à-dire que même si les conditions s'améliorent et deviennent parfaites et optimales pour la production, tout le stress que la plante aura accumulé aura un impact sur la production de vos légumes, même si les conditions finissent par grandement s'améliorer. Et là, vous allez peut-être me dire, mais tous les légumes que l'on cultive actuellement, les légumes d'été, sont dans leur milieu d'origine à des climats qui sont beaucoup plus chauds. Mais comment ça se fait que dans leur climat d'origine, par exemple pour les pieds de tomates, le Mexique, ils s'en sortent très bien avec des températures similaires, alors que pourtant, en France, ce n'est pas le cas. Dès qu'il y a une canicule, la plante a énormément de mal. Et bien, tout résulte en fait dans le taux d'humidité de l'air. C'est-à-dire que nous, en France, lorsque l'on a des canicules, ce sont des canicules sèches, avec un climat tropical sec, alors que au Mexique, dans la zone de répartition naturelle du pied de tomate, par exemple, eh ben, ce sont des zones tropicales humides. C'est un climat tropical humide, et les plantes, à partir du moment où il y a un taux d'humidité important dans l'air, supportent beaucoup mieux les fortes températures. Ça signifie que même si vos planches de culture dans votre potager sont dans des conditions parfaites, avec un arrosage parfait, parfaitement équilibré, avec un taux de nutriments dans le sol parfait et parfaitement équilibré, et avec un filet d'ombrage qui protège vos cultures contre les pires rayonnements du soleil, et également un paillage sur vos zones de culture, et bien malgré tout ça, vos plantes, vos légumes vont arrêter de pousser, peuvent potentiellement mourir, et vos fruits ne vont jamais arriver à maturité, et tout ça à cause de la température et d'un taux d'humidité trop faible. Mais le pire, c'est que ce n'est pas tout. Il y a un phénomène qu'on entend de plus en plus parler en France, c'est l'effet sèche-cheveux. L'effet sèche-cheveux, qu'est-ce que c'est? C'est la combinaison d'un faible taux d'humidité, de températures très élevées et également de beaucoup de vent, et cela provoque exactement comme ferait un sèche-cheveux, c'est-à-dire un vent chaud et sec, et cet effet sèche-cheveux peut potentiellement tuer votre potager en seulement quelques heures. Mais heureusement, les agriculteurs, les maraîchers et les pépiniéristes ont une parade contre tous ces effets néfastes. Cette parade consiste à faire grimper artificiellement le taux d'humidité dans l'air, et ça pendant les heures les plus chaudes, pendant les moments où l'air est le plus chaud et également où l'air est le plus sec. Et comment ils font ça? Ils pratiquent un arrosage sur l'intégralité de la plante, sur l'intégralité du feuillage, l'intégralité de la plante. Toute cette eau ne sert pas à arroser, mais sert à être évaporée. Après, ça arrose aussi un petit peu les plantes, c'est-à-dire que les plantes consomment, comme je vous ai dit, un petit peu de cette humidité ambiante via les stomates. Mais ce n'est pas le but. Le but est de faire grimper le taux d'humidité sur la zone où il y a les cultures, et ainsi cela permet de réouvrir les stomates. Et les stomates, une fois ouvertes, permettent aux plantes de reprendre leur croissance, et cela permet également de faire mûrir les fruits et les légumes. Mais qu'en est-il de ce fameux effet loupe, ce phénomène qui n'existe pas, qui consiste à dire que une goutte sur une feuille concentre les rayons du soleil, provoquant ainsi la brûlure de la feuille? Eh ben, je ne sais pas si vous êtes déjà passé à côté de champs, mais des fois les agriculteurs arrosent leurs champs, et ça pendant les pires canicules et pendant les pires moments de la journée, avec un ensoleillement maximum. Eh bien, si ce phénomène existait vraiment, je vous laisse imaginer les dégâts que cela provoquerait dans les champs, avec des champs totalement brûlés. Or, ce n'est pas du tout le cas.
À savoir aussi que si les agriculteurs sont obligés parfois d'arroser pendant ces pics de chaleur et pendant cette pleine journée, et que malheureusement une bonne partie de cette eau finit évaporée dans l'air, ce n'est pas par négligence. En fait, c'est tout simplement parce que pour pouvoir arroser leur culture, ils utilisent ce qu'on appelle une rampe d'arrosage. Les agriculteurs ayant parfois des dizaines, voire des centaines d'hectares, une rampe d'arrosage ne permet que d'arroser qu'1 hectare. Pour pouvoir arroser des centaines d'hectares, et ça en seulement quelques heures tous les matins et tous les soirs, il leur faudrait des milliers de rampes. Or, malheureusement, ils n'ont que souvent entre 2 à 3 rampes, surtout qu'en plus, pour pouvoir alimenter une rampe, il faut une pression suffisante. Donc du coup, vous comprenez bien que, en plus, il faut déplacer la rampe au fur et à mesure du temps. Vous comprenez bien que malheureusement, ils ne peuvent pas se permettre d'arroser intégralement leur potager pendant les périodes les plus optimales, c'est-à-dire le matin et le soir. Mais qu'en est-il également des maladies cryptogamiques qui apparaissent dès que l'on arrose le feuillage de ces plants de légumes? Comme par exemple, si on arrose le feuillage des pieds de tomates, il y a le mildiou qui apparaît comme par magie. Et si on arrose le feuillage de ces plants de légumes de la famille des cucurbitacées, il y a l'odium qui apparaît comme par magie. Et bien ça aussi, c'est faux. Pour pouvoir déjà que ces maladies puissent se développer, que ces champignons puissent se développer, il faut déjà que vous ayez ces spores qui soient déjà présentes dans votre sol. Ça veut dire que ces maladies ne peuvent pas apparaître comme par magie. Il faut qu'il y ait les spores de ces deux maladies qui soient déjà présents dans le sol. Et même si ces spores étaient déjà présents dans le sol, il faut qu'il y ait des conditions propices à leur développement. C'est-à-dire que pour que le mildiou, par exemple, et l'odium puissent se développer, il faut que les températures n'excèdent pas les 25 degrés et ne soient pas en dessous des 10 degrés. Et également, il faut qu'il y ait un taux d'humidité qui soit avoisinant les 90%, et ça pendant de longues périodes successives. Et c'est seulement dans ces conditions-là que ces maladies peuvent potentiellement apparaître. Vous comprenez bien que si jamais c'était vrai, eh bien la moindre pluie et tout votre potager est détruit par plein de maladies cryptogamiques. Or, c'est totalement faux. Et d'ailleurs, si vous arrosez vos cultures en intégralité, leur feuillage, le sol et les racines, et ça pendant les canicules où le taux d'humidité est très faible et les températures sont trop élevées, eh bien cela n'aura que des bénéfices. Et donc, à la lumière de tout ce que je viens de vous expliquer, je me suis donc lancé dans la création d'un système d'arrosage qui ne sert pas à arroser, mais qui sert à faire grimper artificiellement le taux d'humidité sur mes zones de culture pour ouvrir ces fameuses stomates, exactement comme le font les professionnels, et ça sur un petit potager. J'ai donc regardé combien me coûterait l'installation d'un système de brumisation qui couvrirait tout mon potager, et après j'ai abandonné l'idée d'installer un système de brumisation. J'ai regardé s'il n'existait pas des appareils, des genres de canons à brumisation, ou un appareil unique, voire même peut-être 2 appareils connectés à une cuve, qui pourrait générer une énorme brume qui pourrait couvrir tout le potager. Alors, premier problème déjà, c'est que ce genre d'appareil c'est hors de prix. Et le deuxième problème, c'est que si jamais il y a du vent, en fait, si jamais il y a une quelconque brise, eh bien toute la brume sera envoyée ailleurs, et du coup, ça ne couvrirait pas de façon uniforme tout le potager. Ensuite, j'ai regardé au niveau des systèmes de pulvérisation. Un système de pulvérisation qui arroserait tout le potager sur toute sa surface, les zones de culture, le feuillage des plantes, etc. Et ainsi, toute cette eau, en s'évaporant, absorberait la chaleur et permettrait de diminuer la température localement. J'ai donc regardé les différents systèmes de pulvérisation, j'ai vu qu'il existait des canons de pulvérisation qui pouvaient couvrir une très grosse surface, mais le problème c'est que mon potager étant un potager verticalisé, un potager vertical, les planches de culture qui seraient devant le système de pulvérisation, devant le canon de pulvérisation, feraient obstacle et ainsi freineraient toutes les gouttes et empêcheraient ainsi l'arrosage uniforme de tout le potager. Et sinon, il y avait une autre option, c'était de mettre plein de petits pulvérisateurs dans tout le potager, mais pareil que pour le système de brumisation, il faudrait toute une gestion au niveau des tuyaux, etc. Et cela me reviendrait beaucoup trop cher. Ensuite, je suis parti sur les systèmes d'arrosage oscillants. Vous voyez, c'est un jet qui est propulsé vers le haut et qui retombe sous forme de cloche, et oscillant, donc ça bouge comme ça, et donc ça permet de couvrir une très grosse surface, surtout si le potager est rectangulaire, ça peut être très intéressant. C'est un système d'arrosage qui est fait normalement pour pouvoir arroser le gazon, pour pouvoir arroser de grosses surfaces de gazon pour que le gazon reste vert. Et le problème de ce type de système oscillant, c'est qu'on peut régler l'amplitude de l'oscillation, mais par contre on ne peut pas régler en fait la largeur de l'oscillation. Et aussi également, mon potager étant un potager rectangulaire mais avec une allée principale en béton en plein milieu, si je mettais le système oscillant au milieu de l'allée en béton, eh bien, la majeure partie de l'eau finirait sur l'allée en béton et ne finirait pas sur les zones de culture, ce qui engendrait un gaspillage d'eau monumental avec beaucoup d'eau qui partirait comme ça
sans vraiment profiter de son effet. Et sinon, la deuxième option, c'était de mettre 2 systèmes oscillants de part et d'autre du potager. Mais le problème, c'est que en fait, ça allait plus arroser les voisins que ça allait arroser le potager. Et là aussi, j'allais perdre potentiellement une énorme quantité d'eau. Et en farfouillant sur Amazon, je suis tombé sur une pépite, un système d'oscillation ultra réglable de la marque Gardena. C'est une marque qui fait plutôt des produits de bonne qualité, donc j'ai assez confiance sur ce type de produit. Et du coup, ce système d'oscillation est ultra réglable, et c'est ça qui est intéressant, parce que les systèmes d'oscillation classiques, on peut régler aussi bien l'amplitude dans la longueur, mais on peut pas régler sur la largeur. Alors que sur ce système, on peut. Ça, c'est pas mal parce que du coup, au lieu d'avoir un jet qui fait comme ça et qu'il y a la moitié qui part chez le voisin et l'autre moitié qui part sur l'allée principale, sur le béton, on peut régler par exemple un côté, comme ça l'eau ne tombe uniquement que sur la haie à la limite, mais jamais chez le voisin. Et on peut même régler l'autre côté, permettant ainsi que toute l'eau ne tombe uniquement, chaque goutte qui sortira par ces petits arroseurs, ne tombe uniquement que sur les zones de culture. Et comme pour tous les autres oscillants, on peut régler aussi bien l'amplitude dans le sens de la longueur. On peut régler l'amplitude pour que l'amplitude va jusqu'au bout et après remonte comme ceci. Et on peut faire aussi l'inverse, c'est-à-dire que ça commence là et après ça finit comme ça, ainsi de suite. Et du coup, c'est ça qui est assez intéressant. Et en plus, ici, on peut régler le débit. Et le débit permet en fait de régler aussi la hauteur du jet. La hauteur du jet, au lieu d'avoir un jet qui part vers les étoiles et qui, avec le vent, se finit emporté n'importe où. Avec ce petit réglage, on peut régler la hauteur du jet. Et ça, du coup, je trouve que c'est assez intéressant. Autre particularité, c'est que on peut les mettre en série. Vous voyez, là, j'ai installé un raccord qui n'était pas du tout avec, parce qu'il y a un système pour qu'on puisse visser un raccord permettant d'en installer plusieurs en série. Et c'est exactement ce que j'ai fait. Pendant le tournage de ma vidéo, j'ai vu que le potager d'Olivier avait lui aussi sorti une vidéo sur le système d'arrosage oscillant et il avait expliqué qu'il avait eu des déboires en alimentant son système d'arrosage oscillant avec l'eau de son forage. En fait, l'arrosage qui sort du système d'arrosage oscillant, en tombant sur le feuillage de ces arbres, avait tendance à brûler le feuillage de ces arbres. Je pense que c'est essentiellement dû, en fait, à la température de l'eau de forage. La température de l'eau de forage se situe généralement entre 12 à 15 degrés. Et bien, vous imaginez bien que pulvériser de l'eau à de telles températures sur le feuillage d'un arbre qui est exposé en plein soleil avec des températures à l'ombre oscillant entre 35 et 40 degrés, cela peut provoquer de gros dégâts. Je vous en avais déjà d'ailleurs parlé sur mes vidéos sur les semis, où je vous avais conseillé de ne surtout pas utiliser l'eau du réseau pour pouvoir arroser vos semis, et de préférence utiliser de l'eau de pluie. Parce que le problème avec l'eau du réseau en hiver, c'est qu'elle est particulièrement froide, et que sur des semis qui sont par exemple sous serre, qui sont adaptés à des températures plutôt chaudes, et bien de recevoir tout de suite de l'eau froide, cela peut provoquer un énorme stress. Et je pense que son problème vient essentiellement de là, même si lui il pense que c'est aussi dû au fait que son eau est plutôt calcaire sur son forage. Mais moi personnellement, je suis sûr à au moins 80% que c'est la différence de température entre l'eau d'arrosage et les feuillages des arbres qui sont en plein soleil toute la journée. Moi, personnellement, j'ai testé le système d'arrosage oscillant pendant 15 jours, essentiellement avec de l'eau de pluie qui est à température ambiante, vu qu'elle est stockée dans des cuves qui sont exposées en extérieur. Ben, en fait, j'ai recréé la véritable pluie à volonté, c'est-à-dire que c'était de la véritable eau de pluie qui sortait via le système d'arrosage oscillant, et ainsi j'arrivais à recréer la pluie à volonté. Et j'ai également testé ce système d'arrosage oscillant avec l'eau du réseau, et je n'ai eu aucun problème, sachant que dans ma zone géographique, voilà, l'eau du réseau est quasiment tiède, tellement il fait chaud dans ma zone géographique, et bien l'eau du réseau est elle aussi touchée par ces montées en température. Par contre, je ne testerai pas ce système d'arrosage oscillant avec l'eau de mon puits, par exemple, qui, j'en suis sûr et certain, doit être à des températures beaucoup trop fraîches, et du coup, cela pourrait occasionner des dégâts de stress thermique, exactement comme a eu, par exemple, le potager d'Olivier. En testant ce système d'arrosage oscillant, j'ai mesuré des résultats particulièrement intéressants que je vous affiche juste ici. Donc là, c'est des résultats que j'ai mesurés via un thermomètre qui se situait à l'intérieur du potager. Et on peut voir que sur la première journée, la journée test, où je n'ai pas activé le système d'arrosage oscillant, la courbe est dans le rouge pendant la grande majorité de la journée. Le moment où la courbe est dans le rouge, c'est le moment où les plantes rentrent en état de stress thermique. Donc c'est le moment où les stomates des feuilles se mettent à se fermer, c'est le moment où les plantes arrêtent totalement leur croissance et où les tomates arrêtent de mûrir. Et on peut voir que ça touche quasiment toute la journée où le potager est exposé au soleil, donc où le potager peut potentiellement pousser, mais là la croissance est totalement fermée. Alors que sur la seconde journée, où j'ai allumé le système d'arrosage oscillant dès que les températures ont commencé à atteindre les 35 degrés,
sachant que j'allume toujours le système d'arrosage oscillant vers le début de la journée et jamais vers la fin de la journée, car comme je vous ai expliqué dans la vidéo, en fait, c'est la période où le taux d'humidité est élevé qui fait que les maladies cryptogamiques se mettent à apparaître, et ça n'a rien du tout à voir avec le fait qu'on mouille les feuillages des plantes ou pas. Et du coup, si j'avais utilisé ce système d'arrosage, par exemple, à la fin de la journée, eh ben, la période du taux d'humidité risque d'être assez étalée dans le temps, du fait que dès que je l'allume, déjà, ça fait grimper le taux d'humidité, mais en plus, le soir, le taux d'humidité est généralement plus élevé. Du coup, moi, ce système d'arrosage, je l'utilise seulement au début de la journée, dès que les températures commencent à peine à atteindre les 35 degrés. Et on peut voir sur cette courbe que dès que j'ai allumé le système d'arrosage oscillant, eh ben, la courbe de température s'est effondrée, et ainsi, les plantes ne sont pas entrées en état de stress thermique, comme elles l'auraient fait, par exemple, dans la journée juste avant. Et du coup, on peut voir que c'est particulièrement efficace, même avec même avec de l'eau de pluie à température ambiante, et que ça a particulièrement bien fonctionné pour pouvoir refroidir la température sur la zone entière du potager. Si le système d'arrosage oscillant que j'utilise vous intéresse, je vous mets le lien Amazon en description de cette vidéo pour que vous puissiez le retrouver rapidement. Et maintenant, je vais vous montrer comment je l'ai installé dans mon potager. Là, vous voyez, dans mon potager, à cause du fait que les températures ont régulièrement atteint les 40 degrés, tout mon potager s'est mis à arrêter de pousser, c'est-à-dire que là, les haricots verts qu'on avait semés ensemble, ils ont arrêté de pousser, ils ont arrêté de grandir. J'ai également les feuilles des pieds de tomates qui ont séché, carrément séché sur le pied. Pareil ici, on peut voir que les premières feuilles ont séché. Et d'ailleurs, les tomates ont arrêté de mûrir. Vous voyez, elles sont restées vertes. Elles sont à 2 doigts de mûrir, mais elles sont restées vertes et elles sont avec une couleur bizarre. Là, ça se voit que ça a totalement arrêté de mûrir. Et c'est que à partir du moment où, dans les 15 derniers jours, j'ai commencé à utiliser ce système d'arrosage via pulvérisation, que là, ça a repris sa croissance. Vous voyez, à partir de là, ça a commencé à reprendre sa croissance et à repousser. Pareil ici, au début, là, c'était plutôt moche. Et là, ça a commencé à reprendre sa croissance. Donc, en fait, ça a permis de résoudre ce problème, justement, de stress thermique, même si c'est pas encore parfait. Et là, pareil, également, ça a commencé à reprendre sa croissance, mais au tout début, ça avait complètement arrêté de pousser. Par contre, vous voyez, les zones de culture qui sont équipées par les Zoya fait maison qu'on avait installées ensemble ont été beaucoup moins touchées par ce phénomène. C'est-à-dire qu'elles ont quand même été touchées. Là, les tomates ne mûrissent plus. Elles restent vertes tout le temps, même tout en bas, alors que pourtant, vous voyez, il y a beaucoup de tomates. Mais par contre, les plants continuent de pousser, même bientôt atteindre le sommet de la structure. Je pense que c'est peut-être dû à l'humidité résiduelle qu'il y a autour de ces Zoya, parce que là, vous voyez, les Zoya fait maison sont beaucoup moins efficaces que des vrais Zoya. L'eau met beaucoup plus de temps à s'évaporer. Mais quand on touche, en fait, ça reste quand même assez humide. On peut voir au niveau de l'eau que ça diminue quand même. Donc je pense que ça permet quand même de limiter les dégâts, même si ce n'est pas miraculeux, bien sûr. Mais ça a quand même limité les dégâts. Mais par contre, vous voyez, à cause de ces températures les Zoya fait maison ne font pas diminuer la température, du coup, les tomates ont arrêté de mûrir totalement. J'ai plein de tomates là qui sont restées vertes. Et là, c'est une véritable cata. Par contre, vous voyez, les zones qui ne sont pas équipées d'Zoya fait maison, comme cette zone-là, les plantes ont totalement arrêté leur croissance. Là, ça a carrément arrêté de pousser. Pareil ici pour ce pied de concombre. On voit au niveau de la formation, au niveau de la couleur de la tête ici, qui n'est pas du tout en bon état. Pareil ici, vous voyez, là ce n'est pas équipé d'Zoya fait maison et pareil, ça a totalement stagné, ça a totalement arrêté de pousser. Alors que les zones qui sont équipées d'Zoya fait maison, elles, ça se porte beaucoup mieux. On peut voir qu'il y a des petits marrons un petit peu partout, même s'il n'y en a pas beaucoup pour la saison. Et niveau courgettes, là ça s'éclate. C'est-à-dire que j'en récolte assez régulièrement. D'ailleurs, il faut que je me dépêche de les récolter parce que bientôt elles vont être trop grandes. Alors comment j'ai installé ce système de pulvérisation? J'en ai installé 2 en série. Un qui couvre une moitié du potager et l'autre qui couvre l'autre moitié. Et ainsi, comme ça, en faisant les bons réglages, l'eau ne tombe pas ici sur l'allée principale et ça ne fait pas de l'eau qui est perdue et qui après ruisselle et qui après part. Du coup, chaque goutte, en fait, tombe uniquement sur les zones de culture et ne tombe pas sur les zones de passage. Aucune goutte n'est perdue. Là, j'ai mis un système de pulvérisation oscillant là-haut. Alors pourquoi celui-là je l'ai mis là-haut? C'est parce que quand il était en bas, en fait, quand il oscillait, les gouttes étaient stoppées par les 2 murs végétaux que forment les haricots. Et l'autre, par contre, là vous voyez, je l'ai connecté ici au second. Et l'autre, je l'ai laissé en bas parce que là, vu qu'ici c'est assez dégagé, les gouttes arrivent à passer au travers
des zones de culture. Entre les deux, j'ai mis ici une vanne, un raccord vanne pour pouvoir allumer l'un ou l'autre, pour pouvoir choisir lequel j'allume. Et ensuite, celui qui est au bout, je l'ai connecté à ce tuyau qui circule après et qui finit connecté ici à un filtre. Et après, là, le filtre est connecté ici à une pompe. Et la pompe, je mets le tuyau soit dans l'un des récupérateurs d'eau qui est ici, soit dans l'autre. Sachant qu'au début, pour ceux qui suivent depuis longtemps ma chaîne, ces récupérateurs d'eau étaient dédiés à faire fonctionner le système d'arrosage automatique que j'utilise déjà pour le potager, c'est-à-dire le système d'arrosage goutte à goutte. Vous voyez, qui circule dans tout le potager. C'est le système d'arrosage le meilleur, le plus économique en eau, qui est en fait composé d'un tuyau équipé de goutteurs intégrés. Là, vous voyez, on le voit, le goutteur. Tiens, on voit même une petite patate là. Voilà, qui libère goutte après goutte. Ça permet de faire un arrosage en profondeur sous le paillage. Très peu de déperdition de perte en eau. C'est vraiment très efficace. Et en fait, au début, j'utilisais ces 2 cuves pour l'alimenter, sauf que ces 2 cuves ne suffisent pas pour pouvoir arroser mon potager à l'année. Donc ce que je fais maintenant, c'est que j'utilise seulement une des cuves pour pouvoir l'alimenter, et seulement quand je m'absente. Comme ça m'évite de le laisser brancher au réseau. Mais sinon, je garde toujours une cuve pleine pour pouvoir arroser aussi tous les arbres et arbustes fruitiers de cette partie de mon jardin. Donc du coup, au lieu d'avoir une cuve qui reste pleine pour rien et qui attend juste que je pars en vacances, ce que je fais, c'est que je connecte la cuve ici à la pompe et je fais fonctionner le système oscillant avec l'eau de pluie. Le gros avantage, c'est que maintenant que j'ai installé les panneaux solaires, et vu que j'allume ce système quand il y a du soleil, eh ben c'est les panneaux solaires qui font fonctionner la pompe. Ça, c'est vachement bien. Donc j'ai une prise ici. Hop. Je connecte. Et une fois que c'est connecté, j'allume. Et c'est parti. Et voilà le résultat. Donc là, vous pouvez voir que quand les gouttes passent au travers ici de la canisse, ça fragmente les gouttes et ça crée comme une brume après qui se répand après à l'intérieur de la zone du potager. Et là, vous voyez, ça simule comme la pluie en fait, avec ce jet. Ça fait exactement comme ce que ferait la pluie. Et ça mouille toute la surface du potager sans mouiller l'allée principale. Aucune goutte ne va sur l'allée principale, donc aucune goutte n'est perdue sur le béton. Et aucune goutte aussi ne finit chez le voisin. Là, vous pouvez voir que toutes les gouttes finissent soit sur la zone du potager, soit sur la haie, mais jamais chez le voisin. Pareil de ce côté, aucune goutte ne finit chez le voisin. Et du coup, ça permet de ne perdre aucune goutte et que chaque goutte soit utilisée pour mon système d'arrosage. Là, regardez, d'abord, il y a ce jet qui tombe ici sur cette zone de culture, faisant exactement comme ce que ferait la pluie, avec de la véritable eau de pluie. Et là, pareil, vous voyez le jet là qui tombe jusqu'ici, qui couvre vraiment l'entièreté du potager. Et après, ça frappe aussi également les canisses. Et en frappant les canisses, ça permet de vaporiser l'eau comme une brume. Et on sent tout de suite la différence au niveau de la température. Au niveau de la consommation en eau, en faisant fonctionner les 2 systèmes oscillants pendant 25 minutes, il consomme l'équivalent de 200 litres, sachant que je ne les fais fonctionner qu'une seule fois et seulement les jours caniculaires. Le reste du temps, je ne les fais pas fonctionner. Donc là, avec mes 2 cuves de 1000 litres, j'ai le temps de voir venir, surtout que les cuves se re-remplissent si jamais il y a un très gros orage. Ils ne se remplissent pas en totalité, mais en bonne partie. Et du coup, cela me permet de faire fonctionner ce système sans utiliser une seule goutte du réseau. Sachant que j'ai également utilisé l'eau du réseau pour le tester, et cela fonctionne aussi très bien, mais en priorité, il vaut mieux utiliser toujours de l'eau gratuite. Pour diminuer la consommation en eau des 2 oscillateurs, cela se passe ici, ça permet de régler le débit, mais par contre, attention, cela va également affecter la portée. Et du coup, si vous avez une portée qui n'est plus suffisante pour pouvoir arroser votre potager, vous pouvez régler ici l'amplitude via cette molette-là. Il y en a une de part et d'autre, l'amplitude vers l'arrière et l'amplitude vers l'avant. Et du coup, en jouant là-dessus, vous pouvez grandement diminuer la consommation en eau des 2 oscillateurs. Et là, vous voyez, grâce aux paillasses, grâce au système d'ombrage, ça continue de goûter même quand le système d'arrosage est coupé. Ça permet de prolonger l'effet, même si ça ne consomme plus d'eau. Les gouttes restent coincées en haut et tombent au fur et à mesure. Et vous voyez, ça permet vraiment de bien hydrater les zones de culture. Alors attention, je tiens à rappeler que ce n'est pas un système d'arrosage pour arroser. Même si les plantes vont pouvoir profiter de cette eau en absorbant une partie de cette humidité via leurs stomates, ce système d'arrosage n'arrose pas du tout assez efficacement. C'est-à-dire que si on regarde sous le paillage comment ça se passe, là, vous voyez, là je creuse, en dessous c'est sec. En dessous c'est entièrement sec.
ça n'a pas du tout arrosé en profondeur. C'est juste en fait un système d'arrosage qui ne s'utilise que 25 minutes juste avant les très fortes températures. Comme ça, dès que les températures commencent à s'élever, toute l'eau qui est ainsi envoyée sur les zones de culture s'évapore et ainsi ça ne provoque pas d'apparition de maladies cryptogamiques. Mon vrai système d'arrosage qui permet d'arroser mon potager, c'est un système d'arrosage goutte à goutte. C'est celui que je vous recommande sur ma chaîne, c'est le système d'arrosage le plus économe en eau. Il est constitué d'un tuyau qui serpente sur chacune de mes zones de culture avec des goutteurs intégrés. Chaque goutteur est positionné pile poil au niveau de chacune de mes cultures, comme par exemple ici ce poivron ou ce piment. Là, on voit le système d'arrosage goutte à goutte qui circule. Et vous voyez, ici, j'ai un goutteur qui délivre goutte après goutte au pied des racines du piment, permettant d'avoir aucune déperdition en eau. Chaque goutteur délivre 2 litres par heure. Et moi, je fais fonctionner le système goutte à goutte pendant 2 heures, une fois par semaine s'il n'y a pas de canicule. Et s'il y a une canicule, je le fais fonctionner 2 fois par semaine. Et par contre, ce système goutte à goutte, je n'utilise pas que celui-ci pour pouvoir arroser mon potager. Je fais également un arrosage manuel. Je le fais ça, par contre, une fois par semaine. Donc du coup, j'ai juste à arroser mon potager une seule fois par semaine manuellement avec ce type de dispositif, un pulvérisateur. Et je fais un arrosage pendant une longue période pour pouvoir humidifier les couches profondes du sol. Donc là, ça me prend par contre environ 2 heures pour pouvoir arroser tout le potager. Et ça qu'une seule fois par semaine. Donc ça me fait quand même gagner un temps fou, mais il n'y a que comme ça en fait que j'arrive à lutter contre les très fortes températures. Vous voyez, avec l'arrosage manuel, j'arrose l'intégralité de la zone de culture, permettant de recharger le sol en eau, et ça permet en fait, contrairement au système d'arrosage goutte à goutte, de préserver l'activité biologique du sol. C'est-à-dire que là, jusqu'en profondeur, tout est humidifié, et ainsi l'activité biologique du sol reste efficace. On voit des petites bébêtes de partout, ça se balade, ça grouille, et c'est surtout bénéfique en fait pour la vie du sol. Et ainsi, ça permet de prolonger la durée de la fertilité. Parce que si jamais le sol, la zone de culture s'assèche, ce qui arrive d'ailleurs avec l'arrosage goutte à goutte, vu qu'il n'arrose que pile poil au niveau des racines, mais du coup le sol finit par s'assécher, et bien quand le sol s'assèche, la vie du sol a tendance à descendre dans les profondeurs du sol et arrête la décomposition de la matière organique, et ça coupe la fertilité. Et ça en plein milieu de la saison, ce qui est très mauvais. Et là, ce qui est vachement bien avec ce système d'arrosage oscillant, c'est qu'il est très facile à installer, mais il est aussi très facile à retirer. C'est-à-dire que là, en hiver, j'en aurais pas du tout besoin. J'en ai juste besoin, en fait, pendant les périodes caniculaires. Après, je peux entièrement le retirer. C'est très simple. Vous voyez, c'est juste un tuyau ici. Et après, lui, je l'ai attaché avec de la ficelle biodégradable. Je peux même détacher juste la moitié, par exemple, juste détacher ce module-là. Et après, lui, l'utiliser dans la serre. Et du coup, ça me permet d'avoir une installation qui me coûte presque rien, que je peux ranger après en hiver ou sortir très facilement en été et en profiter un peu partout dans le jardin, même dans la serre. Sachez que si vous avez du mal avec votre potager en ce moment, c'est totalement normal. On est tous dans ce cas, on est tous dans cette situation. Cultiver sous 40 degrés, c'est presque mission impossible. Souvenez-vous de la canicule de 2003, la pire canicule que la France ait connue. Eh bien, dites-vous que cette canicule-là est pire et qu'elle sera amenée à se répéter. Rappelez-vous qu'en 2003, il y avait carrément Chirac, il avait quitté le pays tellement la canicule était horrible, il était parti se réfugier au Canada, et après il était revenu une fois que la canicule était passée, et que la France était totalement livrée à elle-même, avec les hôpitaux qui étaient pleins, c'était une véritable calamité. Donc imaginez dans quelles conditions cette année on fait notre potager. Dans les années à venir, avec ce climat qui se réchauffe, on va être amené à utiliser plus d'eau pour pouvoir maintenir notre potager en vie, et également pour pouvoir maintenir la productivité. Et le futur gros défi, ça va être de consommer plus d'eau sans pour autant que ça impacte trop notre consommation en eau. Et du coup, il va falloir multiplier les solutions de stockage d'eau de pluie, multiplier les techniques qui utilisent le moins d'eau, comme par exemple les OIA, comme par exemple le goutte à goutte, qui sont quand même les techniques qui consomment le moins en eau et qui permettent d'utiliser le plus intelligemment l'eau possible. Et puis surtout là, un autre gros mensonge que l'on voit régulièrement sur les réseaux, c'est le fameux potager sans eau qui a tendance à m'énerver de plus en plus. Hier encore, je suis tombé sur une vidéo d'un mec qui disait qu'il n'a pas eu à arroser une seule fois son potager, grâce à une technique révolutionnaire qui consiste à faire quoi? Planter à l'ombre. Waouh, incroyable. Et du coup, ça c'est un discours qui passe de moins en moins. Surtout que dans sa vidéo, on voit en plus un système d'arrosage automatique, un système d'arrosage goutte à goutte, celui que je vous recommande, qui circule et qui va sur chacune de ces cultures.
Donc bon, faut arrêter aussi avec ça. On est en 2026. Moi, plus le temps passe et plus les potagers sans eau ou les potagers avec très peu d'eau, ça me révolte, sachant qu'en plus, vous voyez, l'eau, c'est quand même le facteur numéro 1 au niveau de la productivité. C'est-à-dire que moins vous donnez d'eau à vos plantes, moins vos plantes produiront. Vous pourrez toujours les maintenir en vie avec le minimum d'eau possible, mais cela touchera quand même la productivité. L'eau, ça reste quand même une denrée qui est quand même très importante. Merci énormément aux membres de la communauté qui permettent la survie de la chaîne en me soutenant financièrement, soit via le Tipeee, soit en cliquant sur le bouton rejoindre de la chaîne. Vous pouvez booster cette vidéo, comme ça on va enfin détruire tous ces mythes sur l'arrosage. Et si ce type de vidéo où on décrypte le fonctionnement interne des plantes vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner ou à vérifier que vous êtes bien abonné. Et je vous dis à la prochaine.